bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Et dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir à mon micro Maître Sonia Cissé, qui est of counsel chez Linklaters. Elle est avocate donc au barreau de Paris depuis 2010 et elle s'occupe chez Linklaters de la pratique en matière de nouvelles technologies. C'est Ariana Commun qui m'a recommandé de l'interviewer et je la remercie grandement. Je remercie aussi Hélène 44400 pour son avis et ses 5 étoiles sur iTunes Apple Podcast qui me font très plaisir. Hélène qui n'est pas avocate mais qui prend beaucoup de plaisir à écouter ces épisodes et trouve que c'est un beau métier et comme quoi ce podcast attire des personnes en dehors du métier et je trouve ça très chouette. Pour poursuivre les échanges autour des sujets qui sont abordés dans le cadre du podcast, je vous invite à vous inscrire à la newsletter de Fleur d'Avocat. J'envoie un email tous les week-ends, entre le vendredi et le dimanche soir, pour approfondir les réflexions autour du développement professionnel. Donc on peut autant parler d'argent que de développement interne, que de relationnel, que de management, ça peut aborder pas mal de sujets. Et je vous invite également à rejoindre le groupe WhatsApp de Fleur d'Avocat, où là, vous comme auditeur, vous venez justement souligner quelque chose qui vous a marqué dans une interview ou dans une newsletter et partager en quoi est-ce que ça fait écho à votre expérience professionnelle. Vous pouvez aussi, bien évidemment, y poser des questions, demander comment les uns et les autres font ou gèrent telle ou telle situation. C'est un joyeux espace où pénalistes individuels côtoient des affairistes en grande structure et des étudiants plus ou moins avancés dans leur parcours académique et où les questions peuvent tout autant tourner autour de la préparation de l'examen de déontologie que des meilleurs tips pour rédiger une convention d'honoraires qui cadre bien les dépassements de mission. Et pour nous rejoindre, il suffit d'envoyer un email à l'adresse whatsapp@fleurdavocat.fr et vous recevrez un email automatique en réponse avec un lien pour vous inscrire. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour Sonia Cissé. Bonjour. Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat. Non, merci de m'avoir invitée. C'est Ariana qui faut remercier. Je l'ai fait. Sonia, racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenue avocate. Alors, comment et pourquoi ? Alors, je vais commencer par pourquoi. Pourquoi ? C'est intéressant parce qu'en fait, initialement, je ne voulais pas du tout faire ça. Qu'est-ce que vous vouliez faire ? Alors moi, j'aurais adoré faire hôtesse de l'air où j'ai découvert quand j'étais à la fac qu'il y avait des gens qui étaient payés pour lire des livres avant qu'ils soient publiés, ce qui était pour moi le summum du bonheur. C'est incroyable, j'arrivais pas à croire qu'on puisse payer des gens pour être lecteur. Donc ça, j'aurais aimé faire, mais donc j'avais un père qui voyait des choses très différemment que mon père qui était qui était extrêmement strict. Et pour lui, il y avait 2 professions et aucune autre, c'était médecin ou avocat. Et donc il a passé pendant toute mon enfance, il me disait c'est médecin ou avocat, c'est médecin ou avocat. Et donc, je me suis inscrite en fac de droit parce qu'il était là, allez, droit ou médecine. Et je me suis dit, bon, allez, droit, tout en me disant, je verrai et je ferai sûrement autre chose. Et à chaque fois, il revenait avocat. Et je lui disais, non, mais je vais pas faire ça. Et en fait, j'ai fait une fac de droit. Mais pas pour le plaisir, j'ai fait une fac d'histoire. Et en même temps, je me suis dit, plus j'avançais en maîtrise, etc. Et puis je me suis dit, bon, on verra. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire. À un moment, j'étais intéressée par l'édition, mais je me disais, bon, c'est pas... je sais pas, j'avais fait un stage dans une maison d'édition, je ne m'étais pas retrouvée pleinement. Donc, pourquoi ? Je sais, parce que c'est très différent d'aimer lire des livres pour soi et de choisir les auteurs qu'on souhaite lire que de voir... en fait, des maisons d'édition, vous avez des livres d'images, vous avez des romans, vous avez des romans historiques, mais pas forcément des personnages que vous appréciez. Enfin, c'était beaucoup moins ludique et merveilleux que ce que je m'imaginais. Et finalement, je me suis dit, j'ai découvert quand même le droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies à la fac. Je trouvais ça très intéressant et je me suis dit, bon, je vais faire un master là-dedans, on verra bien. J'ai adoré mon master et puis je me suis dit, bon, je vais passer le barreau, mais
histoire de dire que je l'ai passé. Comme je vais le rater, je vais être tranquille et je vais pouvoir aller faire autre chose. Et en fait, je l'ai eu. Et donc, j'étais là, bon, bah, ok, je vais faire des stages. Et après, on verra bien. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ouais, ça a été Voilà. une voie presque par défaut de la Ouais, facilité de ce qui se passe bien, en plus de la voie sur laquelle vous avez mis votre papa, exactement. qui devait, j'imagine, être très content quand vous avez été reçu. Oui, alors il était bien sûr très content, mais c'est intéressant comme les parents peuvent être bornés en fait sur certains points parce que il voulait absolument que je fasse avocate sans avoir vraiment une idée de ce que c'était que l'avocature. C'est-à-dire que typiquement, il voulait que je fasse du droit public. Je sais pas pourquoi, il avait cette idée. C'était un prof de physique initialement, qui était ensuite devenu proviseur de collège. Et pour lui, le droit public, c'était la voie royale. Il fallait que je fasse du droit public, une thèse, et qu'après je me lance dans la politique. Ce qui pas du tout, me correspondait pas du tout. Et du coup, moi j'étais là, non, alors je vais pas faire ça, je vais faire du droit d'accord, mais ça sera du droit privé, La et du négociation. droit des affaires, voilà. Non, mais c'était même pas négociation, c'était d'accord, bien sûr, et puis je partais faire autre chose parce que on négociait pas avec Monsieur Cissé, euh, donc on faisait son chemin, quoi. Voilà. Et vous avez mentionné les stages du coup que vous avez Oui. fait. Est-ce que vous en avez fait avant d'arriver à l'école des avocats ou est-ce que tous vos stages ont été dans le cadre, enfin hors édition, je veux dire. Ouais. Alors, oui, j'ai fait des stages avant, mais c'était très compliqué parce que moi j'ai travaillé pendant toutes mes études. Parfois j'avais 2 boulots pendant mes études, donc c'est ça a été un peu compliqué au niveau des stages. J'en ai fait et mon tout premier stage, je l'ai fait, je crois, en M1 dans une société de recouvrement où il y avait une juriste. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait des stages chez Olivier Debac, qui a été merveilleux et qui est une personne extraordinaire qui m'a dit très vite, je pense que tu as du talent pour être avocat et qui voulait, il me disait, est-ce que tu veux être avocate? J'étais là, wow, on verra. Et il faisait quoi cet avocat? Alors, il est spécialisé en propriété intellectuelle et droit de l'art. Mhm. Et il m'avait beaucoup poussé pour faire un LLM, donc je suis partie faire un LLM. Et puis j'ai fait des stages ensuite chez. Et ce LLM, Oui. il s'est bien passé Alors, il s'est très bien passé parce que tout s'est bien combiné. C'est-à-dire que j'ai réussi à faire passer mon LLM en PPI parce qu'il fallait que j'ai le barreau. J'avais commencé mon LLM et je devais passer donc l'école d'avocat. Je devais avoir l'école d'avocat en même temps pour pouvoir le valider en PPI. Et j'ai réussi à l'avoir du premier coup. Donc, c'était parfait. Mon LLM était vraiment super. J'ai fait du droit des affaires internationales à King's College. Je travaillais à côté, donc c'était pas simple, mais c'est passé. Donc, voilà. Et vous dites que ce maître de stage vous a poussé, donc après votre papa qui vous pousse à faire des études de droit et à devenir Ouais. avocate, là ce maître de stage qui vous pousse à... Est-ce que vous projetiez quelque part? Vous projetiez... Enfin, je comprends bien que vous êtes devenue un peu avocate par force des expériences qui se font, et puis on a le concours, et puis les stages, et puis voilà, ça se fait et tout, mais... qu'est-ce que ça vous faisait, ce côté un peu où on vous pousse est-ce que vous y croyez pour vous-même Bah, en fait, c'est marrant parce que mon père voulait absolument que je sois avocate et moi, je ne voulais pas jusqu'au dernier moment du dernier moment. Donc, j'ai jamais eu l'impression qu'il avait un rôle là-dedans. C'est-à-dire que j'ai fait des études de droit et il se trouve que j'avais des facilités puisque je faisais droit et histoire et ça passait, en fait, ça passait à chaque fois. Donc, je me disais, bon, ok, on continue. Et comme lui, il était sur du droit public, etc., moi, je m'étais jamais dit... Enfin, je me suis jamais sentie que j'étais en droit conformément aux desiderata paternels, en fait. Euh, et pour Olivier, ça n'avait bien sûr rien à voir en termes de poussée. C'était beaucoup plus bienveillant. Et c'était, écoute, moi je trouve que tu fais vraiment du bon travail. Qu'est-ce que tu penses faire? Je peux te faire une lettre de recommandation. J'étais là, oui, je pense faire un LLM peut-être. Bah c'est super, vas-y. Voilà, c'était juste ça, vraiment, vraiment dans la bienveillance et l'encouragement positif. Et dans l'idée de faire un LLM, qu'est-ce que vous aviez derrière la tête? Alors je vais être très franche. Oui. Moi, j'ai compris très tôt qu'une femme noire en France, elle ne peut pas arriver sur les mêmes bases que tout le monde. Donc, c'est compliqué. C'est un sentiment qui est un peu complexe à expliquer, mais on a l'impression qu'il faut mettre la barre plus haut, plus haut, plus haut. Et voilà. Donc, j'avais envie de faire de l'international et je me disais, oui, alors si
tu vas pas pouvoir y aller juste avec toi-même. Donc, il va falloir surenchérir, et voilà. Faire l'histoire en plus, c'était aussi une logique de surenchérir ou... Non, ça c'était vraiment pour le plaisir. Ouais, vraiment pour le plaisir. Ouais. Ça, c'est quelque chose dont on a parlé avec Nelly Criquet, de cette idée de savoir qu'on allait devoir de toute façon toujours cravacher à peu près 2 ou 3 fois plus que les autres. Et du coup, vous aviez perçu le LLM comme un truc qui est le bien, minimum. Voilà. Je me suis dit au minimum du minimum. Si j'ai un LLM, c'est quelque chose qu'on pourra pas, parce que vous savez jamais vraiment sur quoi vous êtes, sur quoi vous n'êtes pas retenu. Vous ne savez jamais vraiment ce qui vous est reproché ou pas reproché. Et donc, et je pense que c'est quelque chose que tout le monde ressent dans l'avocature. Enfin, en tout cas pour ceux qui font des études de droit. Mais je dirais que quand on est en plus issu d'une minorité, on se dit il faut que je sois extrêmement armé pour pouvoir arriver ne serait-ce qu'au même niveau que quelqu'un qui aurait moins, en fait. Donc c'est pour ça que on a tendance à surenchérir. Enfin, je vois beaucoup aujourd'hui en plus beaucoup de jeunes étudiants qui m'écrivent sur LinkedIn pour me dire votre parcours, etc. Et je vois à chaque fois c'est tout le même système. Ils essaient de surenchérir pour que ça passe, en fait. Et vous, ça vous faisait quoi cette sensation diffuse de devoir surenchérir? Alors. C'est complexe. Il y a un côté d'acceptation parce qu'on le sait, donc c'est comme ça. Et en fait, moi, je pense que ma chance, c'est que j'ai été élevée par des parents très pragmatiques. C'est-à-dire qu'il faut choisir ses combats. Si on râle sur quelque chose, si on compte s'apitoyer sur son sort, c'est une fois par an, s'il y a un solstice lunaire ou je ne sais pas quoi. Donc, faut bien, je veux dire... Le côté c'est pas juste, moi c'est plus dur, on va vous regarder 2 secondes, on va dire ok, bon, so what, voilà. Et donc ça, il y a un côté très bon. J'ai 2 solutions, soit je m'apitoie sur mon sort et voilà, c'est très dur, etc. la vie, soit bon c'est comme ça, j'avance et je fais. Donc comme j'ai été élevée plus dans le ça y est t'as râlé, allez hop on y va, j'ai envie de dire c'est comme ça. Et donc on avance, on fait. Et maintenant, aujourd'hui, ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est de au moins faire ouvrir les yeux, mon petit niveau au sein du cabinet sur ce sujet, sur le fait qu'il y a un a priori latent sur les personnes qui ne ressemblent pas à la majorité. Mais voilà, c'est pas pour autant que c'est une excuse en soi. Ouais. Et donc, on a parlé de votre LLM que vous avez fait passer. Donc, vous avez fait passer en PPI. Oui. Et ensuite, stage final. Oui. Où? Alors, chez Salance à l'époque, qui s'appelle maintenant Dentons, avec une maître de stage. Alors, le maître de stage à l'époque était Gérard Delisle. Mais je travaillais beaucoup avec Sophie Mandel, qui est avocate, qui est toujours là-bas. Et qui était juste exceptionnelle. D'ailleurs, je lui passe le bonjour si elle m'écoute, mais elle est exceptionnelle. Elle était d'une bienveillance incroyable, très pédagogue, très douce. Non, vraiment super. Et du coup, en plus, c'était très drôle parce que j'étais donc en stage avec Mathieu Jugla. Et on avait un groupe de stagiaires très divers. Tous très différents et on s'est vraiment bien entendus et voilà, j'ai adoré ce stage final. Ouais. Vraiment, ouais. Et vient l'heure de chercher une collaboration. En tout cas, vient l'heure d'avoir le CAPA, mais encore à l'époque. Du coup, là, vous commencez à vous dire, OK, je vais exercer, ou vous étiez toujours un peu en mode, bon, je prends le CAPA et puis ensuite je vais voir. Non, là quand même. Oui, à partir de mon stage final, je voulais vraiment exercer. J'ai fait un stage de 3 mois chez Baker & McKenzie après mon stage final parce que j'avais pas trouvé encore de collaboration et il fallait que je paye des factures. J'ai trouvé une collaboration chez Alain Bensoussan où tout le monde m'a dit attention, ça va être horrible, tu vas voir. J'ai adoré. Ah ouais, alors parlons-en. Mais j'adore ce cabinet parce que, je sais pas que j'adore ce cabinet, mais j'aime le phénomène autour de ce cabinet qui fait que les gens sont très à fond, ou ils détestent absolument. Ouais. C'est-à-dire que je parle rarement à des personnes qui sont tièdes sur ce cabinet en mode c'est vraiment très c'est l'horreur, c'est un système de fous, c'est vraiment des dingues et tout, ou ah ben non, moi j'ai vraiment bien aimé. Enfin voilà. Donc vous, du coup, qu'est-ce qui vous a autant plu dans ce cabinet et dans cette collaboration ? Alors moi j'ai travaillé déjà, j'ai eu la chance de travailler en direct avec Alain,
quelqu'un de, on dit ce qu'on veut sur lui, il est brillantissime. Il est original, il est différent. Si vous, ça, certes, on peut pas lui enlever. Il est caractériel, si vous voulez, mais il est brillant. Il est extrêmement gentil. Il a beaucoup d'humour, et ce que je trouve que les gens ne lui rendent pas souvent, parce que il faut pas tout prendre au premier degré, en fait. Et donc, si vous prenez un peu de recul sur ce qu'il est en train de dire, il est extrêmement drôle. Je trouve que, mais même l'équipe là-bas, Jean-François Forgeron, était exceptionnel. En fait, moi, ce que j'ai adoré dans ce cabinet, c'est que c'est des gens qui n'ont pas d'a priori, qui ont une méthode très, très, très stricte. Si vous jouez le jeu, vous jouez le jeu, et ils vous donnent les opportunités de grandir, de vous développer. Ils ont énormément de juniors, mais du coup, vous êtes aussi très responsabilisés. Enfin, il y a absolument, il y a une volonté et je dirais même un amour, en fait, de transmettre des connaissances. Et moi, je trouve voilà, pour une première expérience, j'ai trouvé ça super, vraiment super. Et combien de temps êtes-vous resté dans ce cabinet ? Un peu plus de 2 ans. Et du coup, pourquoi en êtes parti ? Parce que c'était pas assez international. Alors, j'avais lutté pour faire un LLM avant, et je me disais c'est dommage, en fait. Ça c'était toujours été quelque chose que je recherchais, dont j'avais besoin, et c'était la seule raison. Mais quand je suis partie, je leur ai dit, pour vous dire, je suis pas partie fâchée ni quoi que ce soit. Moi, j'étais là, j'avais demandé à Jean-François. On peut peut-être garder mon bureau quelques mois. Si je suis pas bien, je reviens. On n'est pas obligé d'installer quelqu'un, etc. Non, voilà, c'était super. Et j'étais très triste de partir. Ouais. Oui. Et du coup, vous êtes parti pour quelque chose, ou vous êtes parti aussi, vous aviez trouvé une collaboration quand vous êtes parti ? Ouais, je suis partie chez Norton Rose. Ouais. J'ai rejoint l'équipe de Feu Marc d'Hautefeuille, qui était avec Nadège Martin à l'époque. Nadège Martin qui est maintenant associée chez Norton Rose. Voilà, donc je suis partie pour cette collaboration-là. Et alors ? Bah, super aussi. Alors, non, mais c'est oui, genre, c'est marrant parce que j'avais peur de pas être positive, en fait. C'est drôle. Je suis trop positive. Non, mais c'est vrai, c'est des gens, je dis pas, c'est des gens qui ont du caractère, qui sont pas toujours faciles à manier, mais il faut regarder sur le big picture de la collaboration. J'ai beaucoup travaillé, tant d'ailleurs chez Alain Bensoussan que chez Norton Rose. J'ai avec Marc énormément, mais dans un environnement où on vous pousse, en fait, où on a envie que vous grandissiez, où on n'hésite pas à vous donner des responsabilités, où voilà, bah ça peut ne pas plaire à tout le monde, parce que il y a un côté un peu marche ou crève. Vous voyez, c'est très voilà le dossier à gérer. Donc je sais que notamment on avait beaucoup de juniors qui vivaient pas très bien leur collaboration. Il n'avait pas beaucoup de patience. C'est-à-dire, si vous comprenez pas, il n'avait pas de patience. Donc ça, c'est assez un peu particulier. Mais on est un peu dans la continuité moi, c'est la façon dont j'ai grandi. Donc c'était ok, quand c'est à vous de vous débrouiller, c'est à vous de faire les choses, et donc je pense que c'est peut-être plus facile dans ces cas-là pour des personnalités comme la mienne. Donc je me dis bon, ok, on va pas te prendre la main, donc tu te bouges. Voilà. Ouais, c'est vraiment, moi, dans ma formation, réussir sa collaboration, vraiment, ça commence par un travail sur la perception. Oui. Et il y a tellement de choses qui se jouent au niveau de cette perception, et notamment de cette perception de la big picture. Alors, c'est pas pour dire que tout est juste un problème de perception et que il y a des vrais problèmes voilà, dans la profession d'avocat, mais il y a aussi beaucoup de sujets si on les regarde autrement, et c'est ce que j'observe beaucoup dans ces interviews, c'est finalement beaucoup de situations où c'est un regard de ben non, c'est génial, j'apprends, on me pousse, je gagne en responsabilité, et du coup de voir la situation sous un autre jour, et peut-être aussi avec cette habitude personnelle à se dire ben en fait je me retrouve les manches et je trouve un moyen de faire en sorte que ça marche. Exactement. Voilà, donc vous c'est comme ça que ça s'est passé, et en tout cas c'est comme ça que vous l'avez vécu. Et avec des gens exceptionnels. Encore une fois, pour moi, les carrières, c'est soi-même. C'est-à-dire que ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire la perception, la façon dont on décide de mener sa carrière, ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas, ce sur quoi on a envie de râler, pas. Et il y a les gens qui sont autour, qui gravitent autour et qui aident à faire passer n'importe quoi.
Et notamment chez Norton Rose, moi j'ai rencontré 3 de mes amies proches aujourd'hui. 3 avocates dont 2 ne sont plus aujourd'hui dans la profession, donc Elodie Dejaham, Mona Ben Salem et Emma Kersi. Et on est encore amis aujourd'hui. Et mais moi j'allais le matin au cabinet, j'étais contente, j'allais voir mes copines. Moi, je sais pas si vous imaginez, vous êtes là, vous vous dites, alors ok, Marc, il sera peut-être dans un mauvais jour. Soit dit, les bons jours, c'était super. Et donc il y avait aussi les jours où je me disais, donc Marc est de bonne humeur et en plus je mes copines. Et j'adore cette matière. Non mais c'était voilà. Mais je travaillais énormément, mais j'étais contente quand même. Ouais. Et donc les copines, dont 2 qui ne sont plus avocates, Ouais. mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a des, on va pas faire leur interview. mais c'est sûr, mais il y en a qui savent dès le début qu'ils vont pas rester dans la profession, et il y en a qui saisissent des opportunités au moment où elles se présentent. Enfin, là, il y a pas de règle. Hein. On n'est pas à l'abri tous de changer de métier à un moment. Non. Voilà. Et donc, c'est Joydeep Sengupta de chez Mayer Brown que j'ai interviewé récemment qui dit, en fait, travailler beaucoup mais avec des gens qu'on aime bien. Ouais. Ça change tout. Non mais vraiment. Moi je pense que c'est en tout cas pour moi dans mon équipe c'est vraiment le cœur du truc. C'est aujourd'hui je suis counsel chez Linklaters et j'ai une équipe que j'adore. Mais vraiment mes collaborateurs, il y en a un qui est parti justement en entreprise au mois de décembre. On s'envoie des textos tous les jours parce que on est proche en fait. Je peux pas expliquer. Au-delà du travail, etc. On se marre. Je les admire, je les estime. Et Dieu sait qu'ils sont pas toujours faciles à manager. Mais ce sont des gens. Je les trouve exceptionnels en fait. Voilà. Et donc Norton Rose, on travaille beaucoup, un associé d'humeur changeante, mais quand il est de bonne humeur, ça se passe très bien. Quand il est de mauvaise humeur, on prend ce qu'il y a à prendre et puis on est bien entouré pour passer les tourmentes. Oui. Et ça dure combien de temps chez Norton Rose ? Ça dure 3 ans chez Norton Rose. Ça dure 3 ans. Je tombe enceinte. Je travaille beaucoup, même trop. Et en fait, à ce moment-là, Linklaters m'approche. Enfin, je suis approchée par un chasseur pour Linklaters et je commence à me dire bon, allons-y. Et en plus, moi, j'ai un côté. D'ailleurs, je me dis pas bon, allons-y. Je me dis bon, je vais aller voir. De toute façon, Linklaters va pas me prendre. Je vais être tranquille et je vais repartir. J'aurais tenté le truc. Parce que je déteste dire non. Je déteste ne pas saisir les opportunités quand elles se présentent. Et donc, je me dis je vais voir. Et voilà. Et qu'est-ce qui a fait c'était beaucoup plus. En fait, à chaque fois que je parlais de Linklaters à des amis, où je disais, par exemple, en ce moment, je suis en process pour Linklaters, on me disait, waouh, ah ouais, ah super, oh là là, etc. Et donc je me disais, ok, challenge, on y va, ok, si ça passe, allons-y. Donc voilà. Un côté, une impression de potentiellement level up en termes de. Ouais. Pourtant, Norton Rose, on est quand même déjà dans une belle structure, mais peut-être il y a aussi beaucoup de choses qui sont liées aux équipes. Non, mais c'est Norton Rose, j'adorais. Alors pour le coup, en plus, Emma était partie, Elodie était partie, Mona était partie. Donc il y avait aussi un côté, il y avait encore plein de gens que j'appréciais beaucoup, mais on se dit d'accord, les choses évoluent, changent. Et puis Linklaters, je me disais en fait, il y avait quelque chose. Le problème, je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'avocats rencontrent dans leur carrière, c'est qu'à un moment donné, vous êtes catalogué dans vos compétences. C'est-à-dire que Marc, il me donnait des contrats informatiques comme une déchiqueteuse. Tiens. Et il essayait plus de me challenger sur autre chose parce qu'il se disait, à chaque fois que je lui parlais de faire d'autres choses, il me disait, mais t'es hyper bonne en contrat, tu te rends pas compte, continue. Voilà. Et donc moi j'étais là, je faisais du contentieux informatique, du contrat informatique, et j'en faisais. Et Linklaters s'est arrivé avec l'idée de me dire, il faudrait faire de la donnée perso, développer l'activité, faire du business développement, du marketing. Je sais de quoi ils parlent. Qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et en fait je me suis dit, soit je reste chez Norton Rose et je fais la même chose, en long et en large et en travers pendant les prochaines années. Et je deviens une supra-experte des contrats informatiques. Exactement. Soit je me remets en question, j'essaye autre chose, je vais voir autre chose. Et vous dites que quand vous proposiez à Marc de faire, je dis Marc comme si c'était mon bestin, mais c'est comme ça qu'on va l'appeler dans cette interview, il m'en voudra pas.
Et quand vous lui proposiez d'intervenir sur d'autres choses, enfin que vous aviez des idées, des suggestions, peut-être d'autres envies, c'était quoi ces envies, sur quoi est-ce que vous, à l'époque, vous aviez envie de vous travailler? C'était même pas très clair en plus pour moi. Hein. Souvent, vous avez un sentiment, il n'est pas forcément bien clair pour vous. Moi, je lui disais simplement, du coup, ça va être. En fait, je me disais, ça va être que ça. Enfin, ça y est, c'est ça. Ma carrière, c'est ça. Ce que je suis en train de faire actuellement. Et en fait, on avait une répartition. Donc, lui était plutôt contrat informatique, télécom. Et Nadège Martin était plutôt données personnelles et un peu de contrat informatique, mais plutôt données personnelles. C'était ce qu'elle développait. Et voilà, et comme moi je travaille avec Marc les d'autres collaborateurs avec Nadège, ça donnait cette répartition-là. Et l'idée n'était pas de la changer en fait. Tout le monde était bien, donc vous n'alliez pas révolutionner parce que Sonia Cissé a décidé qu'elle voulait faire d'autres choses. Voilà. Ok, je comprends mieux. Et donc Linklaters qui arrive avec une proposition qui inclut plein d'autres choses que de l'expertise, Ouais. dont du business development. Et vous dites, c'est quoi ça? Ouais, c'est quoi? De quoi me parle-t-on? Je comprends pas bien le poste au départ. Je pense que mes entretiens sont pas bien passés au tout début avec donc Pauline Debré qui est l'associée IP du département. Parce que je disais mais je comprends pas pourquoi vous prenez pas un partenaire pour développer ce pan, parce que l'idée était de venir développer donc technologie et protection des données au sein de son équipe IP IT. Et donc les premiers entretiens, je me suis je me suis dit ça va pas bien, non c'est pas top. Prenez pas quelqu'un d'autre pour faire voilà. ce que vous voulez que je fasse. Ouais. Quoi. Je trouvais, voilà, je me disais il faut quelqu'un de plus senior. Pourquoi on prend pas un partenaire tout de suite, il va faire le truc. Et parce là, que ça vous intéressait pas, parce que vous vous étiez jamais posé la question, parce que vous vous sentiez pas à la hauteur. Qu'est-ce qui faisait que vous vous disiez ça au premier? Je me disais en fait, ça paraissait. Pour moi, c'était un rôle de partenaire. Voilà, c'est-à-dire que quand on dit on veut que vous montiez une équipe, que vous développiez une activité, que vous fassiez, je me disais c'est les partenaires qui font ça, les collaborateurs ils traitent les dossiers. Et c'était voilà, donc j'étais plus là-dessus. Et donc là, Pauline m'explique que l'idée c'est que de faire grandir en interne, parce que justement il y a une activité qui est petite et que donc on n'a pas besoin d'un mastodonte du marché pour la développer au départ. Et que Linkletter c'est plus sur je dirais une philosophie de je fais monter les gens par cran, ils grandissent, ils se développent et ainsi de suite. Et puis ça, voilà, ça monte. Et donc je me dis bon bah ok. En fait, c'est marrant parce que je demande à une de nos anciennes juniors chez Norton Rose, qui j'en étais restée quand même proche. Et je lui pose la question à elle. Je sais pas pourquoi je dis tu me vois faire ça. Et elle me dit bah oui. Ok. Voilà. Donc j'y vais. Et alors une fois qu'on y va? Dur. Les premiers mois, extrêmement durs. Qu'est-ce qui était difficile? Alors, on passe dans un environnement extrêmement bienveillant, extrêmement... moi, j'étais très populaire chez Norton Rose, je connaissais tout le monde. Tout le monde savait exactement ce que je faisais. L'IT, c'est ça. Tout le monde avait été très sensibilisé puisqu'il y avait une équipe en place. Il y avait Marc Doutefeuille qui était un personnage, Nadège qui était extrêmement populaire, etc. Je passe de cet environnement-là où tout le monde se connaît, tout le monde est très sympa et ravi de vous voir arriver, à Linklaters Paris, où l'IT c'est quoi au départ, pourquoi, oui d'accord, mais t'es pas cœur, on n'a pas pensé à toi pendant des années, donc pourquoi est-ce qu'on y penserait maintenant une autre philosophie, puis un mastodonte, c'est-à-dire que là où, c'est du détail, mais chez Norton Rose, tout était en verre. Donc les bureaux étaient en verre. Donc, c'est-à-dire que ça crée un rapprochement avec les gens, puisque quand vous voyez quelqu'un tous les jours, même si vous ne lui avez pas parlé, vous l'avez vu tous les jours. Donc il y a tout de suite une proximité qui se crée dans tout le bureau. C'est-à-dire que quand vous allez à la machine à café, vous avez croisé 15 visages, sans même leur avoir parlé. Mais du coup, les gens vous sont familiers plus facilement. Alors que Linkletter, c'est le mastodonte, on est extrêmement nombreux. Moi, ça me faisait toujours bizarre parce qu'au début, les gens appellent. Alors que chez Norton Rose, allaient dans les bureaux, les gens allaient dans les bureaux s'ils avaient une question. Ici, on s'appelait. Je te dis, mais qu'est-ce que... C'est juste le changement de culture où je me disais, mais qu'est-ce que... Non, ça va pas être possible, ça ne va pas tenir. Voilà. Et donc, il a fallu se faire une notoriété. Oui. En interne. Oui. Comment vous avez fait?
Eh ben, très sincèrement, je ne sais pas trop. J'arrive pas à me rappeler comment ça s'est fait. Ça s'est fait au fur et à mesure et je ne sais pas trop comment. Mais c'est peut-être... alors, je- j'essaie de... Si je rétro-pédale. Euh, je pense que j'organise des formations internes. Si, je me souviens, je fais un partners lunch, c'est-à-dire qu'il y a les partenaires ont un déjeuner de partenaires. Pauline me dit, tu vas présenter l'activité TMT au partners lunch. Torture. J'y vais, j'explique ce qu'on peut faire en IT, etc. Et à partir de là, mais c'est des points comme ça, je trouve que c'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup le challenge parce que je trouve qu'après, ça remet tout le reste dans un bon ordre de priorité. Je fais le Partners Lunch où j'étais hyper stressée. J'étais MA à l'époque, hein, donc Managing Associate, donc j'avais 6 ans d'expérience. Il faut que je rentre dans cette salle où il y a les 30 partenaires en train de déjeuner. Et en plus, ils sont en train de manger. Vous arrivez avec votre PowerPoint pour leur expliquer que c'est super ce que vous faites, votre matière est trop intéressante. Voilà, il faut plaider son cas. Hein. Voilà. Et à partir de ce Partners Lunch, il y a un truc qui se déclenche chez moi, puisque je commence à me dire non, mais en fait, maintenant que tu as fait le Partners Lunch, ça va être facile. Et donc, tout devient beaucoup plus facile. Donc, j'organise des formations en interne. Après, j'ai une chance. Il y a aussi la conjoncture, c'est-à-dire qu'on a le règlement européen sur la protection des données qui rentre en application en 2018. Donc, avec plein de questions des clients, plein de choses à mettre en œuvre. Et donc, vous arrivez quand même, je suis arrivée chez Linklaters en juillet 2016. Il vient en tout cas d'entrer en vigueur. Et il a une période de transition de 2 ans. Donc, les clients se préparent et des questions arrivent. Et donc, le timing est quand même assez favorable. Donc, il y a vraiment eu cette démarche, cette stratégie de développer en interne, donc Ouais. auprès des clients déjà existants, en se Ouais. faisant connaître des autres pratiques. Ouais. Et donc, vous dites de la formation en interne. Donc, une fois qu'on a préparé au Partners Lunch, qu'on a présenté au Partners Lunch ce qu'on fait, comment est-ce qu'on attire les autres personnes de l'interne sur des... Comment est-ce que vous y êtes prise pour attirer les autres départements en interne, qui ne sont pas les départements IP-IT, sur ces questions-là? Comment est-ce que vous y êtes Alors, prise en fait, très je personnellement? pense que je fais des choses, des événements. C'est-à-dire que du coup, je fais un événement blockchain. Parce qu'au moment où on commence à parler de la blockchain, je fais venir Blockchain France. On explique ce que c'est que la blockchain. Et c'est une des formations qui a le mieux marché. Tout le monde était descendu, tous les partenaires étaient là, mais juste pour comprendre, parce que les gens ne savaient pas ce que c'était. Donc, j'organise ça. Je fais une formation, j'avais mon ancien collaborateur là qui est parti, Jean Faux, qui est maintenant DPO en entreprise. Il codait énormément, donc on dit on fait une formation internet, initiation à l'internet, où il explique comment ça fonctionne pendant toute une matinée. L'après-midi, il fait un atelier code avec les avocats. On fait, je commence à avoir du réseau interne parce que je suis dans énormément de groupes, donc je fais l'Africa Group, Efficiency and Innovation, enfin tout ce qui m'intéresse, je me mets dessus, hop, toujours moi j'y vais, moi. Et du coup, vous commencez à connaître les gens. Ils commencent à vous connaître, à comprendre ce que vous faites, enfin plus ou moins, parce que je pense qu'aujourd'hui encore, je suis parfois en train de dire, c'est pas ça. Mais on y est presque. Voilà. Voilà, il y a une espèce de chose qui prend, c'est qu'on est visible, on nous voit partout, on fait des actions. Je lance un Innovation Day où on explique les nouvelles technologies, typiquement tout ce qui est legal tech aux avocats, Et donc ça, etc. c'est quoi? C'est l'Innovation Day, c'est quelque chose de récurrent? C'était une fois par an, alors on s'est épuisé, hein, on a fait ça 3 ans, et on s'est épuisé 3 ans. On s'est un peu épuisé. Et à chaque fois, je me dis, il faut que je le reprenne, mais c'est énormément de travail, en plus du travail, en fait. Donc, voilà. Ok, et ça a marché? Ça a marché au fur et à mesure, et en fait, Alors, j'ai quand même une question, pardon. Oui. J'ai une question qui est, est-ce que vous aviez un poste, c'était quoi la répartition entre du fond et du BD?
Ah, il n'y a pas de répartition entre le fond et le midi. C'est tout feu, tout flamme, tout. Ok. En fait, c'est pas défini comme ça. La répartition, non, mais en pratique, c'est-à-dire qu'en pratique, vos semaines, vous aviez, on vous a bondé aussi en dossiers, en contrats, en trucs, en machin à traiter, ou quand même on vous laissait du vrai espace pour faire ce développement? Alors, la particularité de mon poste, c'est que on ne me donne pas de travail. En fait, quand je suis arrivée mai, l'idée c'est de je développe mon travail. Donc, Ok. le travail, il arrivait du réseau interne, du cabinet. Donc, il faut que, typiquement, si un, un client demande un contrat informatique, par exemple, à un associé, il faut qu'il pense à vous. Il faut qu'il se dise, on a la compétence en interne. Donc, j'ai pas eu, si vous voulez, c'était pas du tout la même dynamique que chez Norton Rose où Oui. Marc générait du C'était dossier. ma question. Voilà, Donc, Marc ça veut génère dire pas qu'au du dossier. Ouais. début, il n'y avait pas de dossier qui descendait. Les dossiers Non. sont venus parce que vous avez fait toutes ces actions de visibilité, de développement. Alors, il y avait des dossiers du réseau, typiquement parce qu'on est quand même très intégré. Donc, vous avez si Londres ou Bruxelles, etc., une question spécifique de droit français, ça vous arrive. Mais j'avais pas un associé qui m'alimentait. C'était pas ça. Voilà. Ok. Donc, le BD, il a fallu le faire très Donc, vite. il a fallu le faire. Très vite. Et ouais. ça vous a fait quoi d'avoir une activité quasiment exclusivement BD au début? En fait, je savais pas la faire. Je savais pas le faire. C'est-à-dire que moi, j'étais chez Norton Rose, justement, on avait une répartition très stricte où Marc me disait tu factures. C'est ça ton boulot, c'est tu factures. Tu traites le dossier, tu gères. Et donc, je facturais et je ne faisais pas de pitch, je faisais pas de plaquettes, je faisais de rien de tout ça. Et donc, je suis arrivée ici et je me souviens, en novembre, on m'a dit il y a un pitch. J'étais là, ok, quoi s'agit-il? Et là, c'est là que c'est aussi très intéressant d'être dans ce type de structure, c'est que du coup, vous avez des partenaires, d'autres bureaux qui viennent en renfort, qui vous expliquent, qui vous aident. Alors, il faut que ça aille vite, hein, mais qui viennent aider en fait à vous mettre up to speed sur les différents points. Oui. Ouais. Vous avez pensé à vous faire accompagner, vous, de votre côté, à vous faire coacher je sais Oui, moi j'ai une coach maintenant. pas. Vous avez une coach? Ah oui, Vous Tiffany savez Gadona. Ah oui, non, mais parce que maintenant on peut pas. Non, Alors c'est pas attendez, possible. on a donné un nom, donc on va redonner le nom. Tiffany Gadona. Gadona. Ouais. Ok, on mettra ses coordonnées en note de l'épisode. Avec plaisir. Et quand est-ce que vous l'avez sollicité, cette coach? Je l'ai pris il y a maintenant 2 ans. Ok. Donc il y a que 2 ans. Mais je l'ai sollicité parce que. Alors, non, je vais peut-être expliquer 2 choses. Le premier, c'est que sur le marketing, l'idée de faire du marketing comme ça et du BD, j'ai demandé à Bailly Audrey, qui est une ancienne de chez Linkletters, qui en fait était une avocate de Linkletters, qui ensuite est passée dans l'équipe marketing et que j'ai rencontrée dans un événement HEC ici. Et je lui ai envoyé un message en lui disant il paraît que tu étais avocat, que tu faisais du marketing, je veux bien, je suis preneuse de conseils. Elle a été exceptionnelle, elle m'a donné plein de conseils, etc., sur la façon de faire. Et ensuite, ça a été au fur et à mesure. Et effectivement, Au fur et à mesure, ça veut dire quoi? Au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un cercle vertueux, le BD, le marketing. C'est-à-dire que plus vous en faites et plus vous avez d'opportunités d'en faire. Donc, on a fait des articles. Mais il faut se mettre en mode entrepreneuriat. Mais moi, je vous fais parler. Je sais ce que vous me dites. Voilà. Je le sais, mais voilà. c'est ce que je dis à mes clientes. Mais... C'est ça. Ah oui, non, mais c'est entrepreneuriat 2.0. C'est-à-dire qu'on fait des articles, on réagit sur l'actualité, on est sur tout, on lit tout, on commente. Dès qu'il y a une opportunité, un journaliste qui a une question sur quelque chose que vous connaissez à peu près, ok, on bachote quand on est malade, on regarde tout et ensuite on intervient et voilà. Et on fait des présentations, on s'inscrit dans des groupes, des associations, de façon à ce que, à un moment donné, il y a une place de speaker sur un sujet qui ressemble à ce que vous savez faire, vous la saisissez, et là, le cercle vertueux est enclenché, on vous réinvite. Enfin, il faut bien sûr essayer de ne pas se louper trop, et on vous réinvite, et ainsi de suite. Voilà. Et avant de revenir au coaching que vous avez enclenché il y a 2 ans, oui. Du coup, vous dites que sur ces sujets business development, vous avez été aidé par... Bailly Audrey. Bailly Audrey, voilà, exactement. Et que le cercle vertueux s'est enclenché et ça a marché. Les clients internes ont été au rendez-vous. Et ma question, c'est combien de temps ça a pris?
Alors, c'est une très bonne question. Au bout d'un an, ça se passait bien. Donc, Ça veut dire quoi, ça se passe bien? Ça se passe bien, ça veut dire que je suis suffisamment identifiée en interne pour que les questions m'arrivent. Voilà. Et que, parce qu'il y a eu pour que les questions m'arrivent et pour que les associés, les counsels du cabinet, quand ils sont avec leurs clients, disent on a quelqu'un qui sait faire. Ce qui a été une énorme victoire. Non, mais c'est pour donner la visibilité sur le timing. Ouais. Parce que ce que je trouve très dur, et ce qui est très dur, je pense que c'est très dur, que ce soit quand on développe en interne, quand on est dans des cabinets d'affaires, ou que ce soit, d'ailleurs pas que en interne dans les cabinets d'affaires, mais ou que ce soit quand on est avocat pour des particuliers ou des entrepreneurs, mais à un early stage. Ouais. Et il y a cette espèce de truc où de l'extérieur en formation, et que ce soit la formation Fleur d'avocat ou n'importe qui, il y a ce truc où je pense que c'est très très dur pour les avocats qui s'y mettent de se mettre en tête que c'est parce que toutes les semaines, ils vont se manifester sur un sujet et le faire en mettant de l'énergie à formuler le message ou l'image ou quoi que ce soit d'une manière qui parle à la personne qu'on veut toucher, et que c'est toutes les semaines et avec cette régularité que au bout de 6 mois, 8 mois, 1 an, on sera rentré dans la tête des gens. Mais parce que ça veut dire que c'est, même si on met ça à un degré de OK, une action par semaine, c'est 52 trucs. Et donc, il y a cette... c'est très difficile parce qu'il faut... c'est un truc de foi, quoi. Oui. Non, mais moi, je suis pas religieuse, mais... Ah non, mais il faut y croire. Enfin, c'est même pas faut y croire, faut y aller, quoi. Il faut y aller, il faut pas trop se poser de questions parce que on a envie de s'arrêter. Hein. C'est très ingrat. On sait pas ce qu'il va prendre. J'ai dans mon équipe, Bastien Husson dit souvent, le lait frémit parce on sait pas comment ça commence. Et si vous voulez, parfois, ça revient d'autres choses. On a eu un pitch à un moment donné, c'est-à-dire qu'ils sont venus nous voir, nous TMT dans la masse. Ils ont le prospect est venu m'a envoyé un email à moi en direct. Pour nous, c'était la fête, rien que ça, cet événement-là. C'est-à-dire qu'on existe seul, vous voyez. Et il m'a dit, parce que il y avait notre General Counsel qui vous a entendu à Vivatech, c'était 6 mois avant. Et donc, on s'est dit, ok. D'accord, c'est comme ça. Le retour sur investissement, vous savez pas d'où il vient. Vous savez pas ce qui va se passer. Ça va être un article une fois. Ça va être quelqu'un qui vous a vu. Ça va être le taxi avec qui vous avez discuté, qui a raconté à son voisin, etc. Et on est arrivé, votre nom est sorti et c'est pour vous, quoi. Ouais. Donc c'est ça qu'il faut vraiment se dire. Je ne sais pas ce qui va marcher, donc je lance tous mes hameçons et on verra. Ouais. Voilà. Ça c'est. Bon, voilà, la leçon est passée. Donc, en tout cas, vous faites ces efforts. Au bout d'1 an, ça marche. Ouais. En tout cas, vous voyez vraiment ça va mieux. Ça va mieux. Ouais. Et le passage de ça va mieux à ça marche vraiment bien et ça y est, on recrute dans l'équipe et on fait grandir. C'est combien de temps ? C'est 1 an, 1 an et demi. Un an et demi, ouais. Au bout d'1 an et demi, on prend le premier stagiaire qui fait les deux. Qui fait tant de l'IP pour Pauline que de l'IT pour moi. Et du coup, au fur et à mesure, il se trouve qu'il finit par faire plus de choses pour moi que de l'IP. Donc c'est Jean. Et là, super. Je pense que c'est important de se dire que quel que soit le chemin qu'on va traverser, il faut s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir le traverser. Et quand vous êtes en développement d'équipe, en développement, et que vous avez des gens à l'extérieur, mais des gens à l'intérieur avec vous sur le pont, et que c'est une équipe qui a de l'humour, qui est performante, qui a de l'humour, mais on peut y aller, quoi. Oui. Et donc, une coach il y a 2 ans. Il y a 2 ans. C'était quoi la marche ? Alors, parce que je manque de confiance en moi. Je me pose beaucoup de questions. Et il y avait aussi... donc moi, j'ai un rôle un peu particulier puisque je suis Head of TMT, mais je ne suis pas partner.
Donc ça nécessite, j'avais l'impression de toujours plonger dans une piscine d'eau glacée, c'est-à-dire que vous devez arriver en réunion avec la même assise, la même conviction, la même prestance et le même charisme que les gens qui sont partenaires depuis 10 ans pour arriver à passer vos idées, à expliquer votre matière, à développer, etc. Et là, je me suis dit à un moment, je suis pas obligée, c'est pas obligé d'être un exercice difficile systématiquement, si je prends confiance en moi, en fait. Et donc, Comment vous avez choisi votre coach? Alors, elle m'est recommandée par le père de mon fils, justement, qui me dit bah, moi, j'ai une amie qui fait ça. Et voilà. Et donc, je la contacte et on travaille ensemble depuis 2 ans. Voilà. Ouais. Et alors, des changements majeurs depuis ce coaching, je sais pas, est-ce qu'il y a eu des prises de conscience essentielles, des choses qui ont vraiment marqué un tournant dans ces 2 ans, un petit retour d'expérience? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes en tout cas, moi, j'ai des personnes qui m'écrivent, qui sont curieuses du coaching. Alors, moi, je fais pas de coaching individuel, mais donc je renvoie toujours vers des coachs. Mais je sens qu'il y a une curiosité, un intérêt, mais que c'est dur de passer à l'acte. D'autant plus que c'est un investissement quand même financier, le coaching. Donc, si vous voulez bien nous faire un retour d'expérience. Alors déjà, ce qui est drôle, c'est que quand on a un coach, on découvre que tout le monde a un coach. Et là, on se dit, c'est... Donc moi, j'opérais avec tous ces gens coachés. J'étais toute seule. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, moi, je trouve que elle est exceptionnelle. Elle est vraiment super. C'est-à-dire qu'elle me donne des conseils tout en me laissant être moi, dans mon style moi. Elle me dirige pas. Elle me fait juste venir à des conclusions. Et je pense que là où j'ai beaucoup changé, c'est qu'en fait, elle m'a simplement... Elle a déconstruit certains mécanismes, ou en tout cas les a mis en lumière, en me disant simplement, tu vois, tu manques de confiance en toi parce que voilà, tu fonctionnes comme ça, tu as intégré ce message-là, tu es extrêmement perfectionniste, du coup, si c'est pas parfait, tu crois que c'est complètement nul. Donc c'est ce genre de choses. Et voilà. Et donc on travaille là-dessus et on est plus sur la gestion de situations précises, la préparation à certains événements que je peux parfois appréhender. Voilà. Et c'est comme ça qu'on travaille depuis 2 ans. Je pense qu'on va travailler toute la vie maintenant. Mais c'est ce que j'avais dit à mon coach aussi, mais on travaillera toute la vie ensemble parce que moi, je vais toujours avoir de nouveaux trucs que je ne saurais pas faire. C'est ça. Puis un jour, il m'a dit, non, mais c'est bon, maintenant, tu es autonome. Donc, à moins que tu aies vraiment un gros souci, tu m'appelles, mais sinon, maintenant, tu es autonome. Je suis là, genre... Ok, super. Et du coup, maintenant, l'activité, donc, le BD, pur BD est terminé. Maintenant, les dossiers affluent. Il y a des dossiers qui rentrent. Enfin, voilà, il y a du business. L'équipe est constituée. Voilà. Comment est-ce que vous projetez, du coup, cette collaboration avec Linkletters, votre place, l'évolution, les nouveaux steps, quoi. Maintenant que la constitution de l'équipe c'est fait, on est identifié, le business est là, c'est quoi les nouvelles envies? L'envie, c'est d'avancer, bien sûr. Moi, là, je suis cancel, donc l'idée, c'est de monter, c'est de faire grossir encore l'équipe, d'être plus reconnue. On est une équipe très jeune, en fait. On est une petite équipe, on est très jeune par rapport à d'autres mastodontes, donc il y a énormément de choses à faire. Et puis, en plus, c'est marrant parce qu'on est très différents de ce qui peut y avoir. Alors, en quoi est-ce que vous êtes différents? Alors, encore une fois, on est très jeunes, on est très décontractés. Moi, je suis tatouée. J'ai un client qui me dit, il me fait toujours rire, il me dit, oh, je comprends pas, t'as une afro, t'es tatouée et tout. Qu'est-ce que tu fais chez Linkletters? Et je lui dis, mais ça n'a rien à voir. Mais il y a ce côté, en fait, normalement, dans ce type de structure, dans ces cabinets internationaux, on attend un certain profil. Et dans mon équipe, on n'est pas comme ça, en fait. On ne ressemble pas à ça. On est plus cool, en fait, naturellement plus cool. Et je pense que c'est aussi une de nos différences qu'on maintenant on assume pleinement. Moi, je pense que le travail que j'ai fait beaucoup avec Tiffany m'a aidé à accepter le fait que je suis très différente
mon environnement actuel. C'est comme ça, et tant mieux. Et donc j'imagine que si vous avez dû le travailler avec elle pour l'accepter, c'est qu'à un moment ça a été peut-être une zone de friction, au moins un ressenti de friction. Est-ce que, est-ce que au moment de venir et puis ensuite dans les premiers mois et au moment de se faire connaître en interne, il y avait des doutes. Vous aviez des doutes je sais pas, de votre manière de vous habiller, de vous coiffer, des tatouages et du coup, qu'est-ce que j'en fais ça s'est matérialisé d'une certaine manière. Est-ce que vous avez eu des remarques? J'en sais rien. Qu'est-ce qui s'est passé autour de genre qui je suis et comment je l'exprime? Oui, en fait, déjà, ça c'est un point, je pense, et je passe le bonjour à toutes les femmes noires qui nous écoutent, c'est la question du cheveu. Ça, moi, quand j'ai été recrutée chez Linklater, j'avais les cheveux lisses. Parce que c'est la base. Si vous voulez, clac, vous avez les cheveux lisses souvent. Vous voyez, et on est quand même formaté là-dessus. Hein, donc on s'est dit, je vais les lisser pour l'occasion, comme ça va passer. Moi, j'avais les cheveux lisses. Et au fur et à mesure que le temps passe, je commence à me dire, bon, c'est le moment, ils sont prêts, j'arrête les cheveux lisses parce que c'est pas mon truc. Et je reviens naturel. Et là, je me souviendrai toujours, j'arrive avec mon afro. Il y a une personne qui est partie, je vais pas donner son... Voilà, une personne qui est partie maintenant, mais qui me dit « Ah, je t'avais pas reconnu ». J'ai envie de dire, alors, on n'est pas non plus 12 000 femmes noires dans chez Linklater, je pense que tu m'avais reconnu, mais cette petite phrase, vous voyez, ce petit truc. Ensuite, vous vous dites, donc, c'est quand même un environnement très blanc, avec beaucoup d'hommes blancs, donc avec une image de ce qu'est le corporate, voyez, qui ne vous correspond pas. Et donc, c'est-à-dire que, autant sur les vêtements, je fais du plutôt classique, je suis en talons, en tailleur, en robe. Donc aujourd'hui, vous êtes avec un pull bleu marine et un pantalon de costume slim bleu marine et des escarpins rouge vernis Ferrari et des ongles vernis rouge un peu framboise. Voilà. Impeccable. Oui. Merci. Non, mais voilà. Et du coup, il y a ce moment où je me dis, et ça, c'est plus, c'est sur les cheveux et le fait de se dire, bon, écoute, c'est comme ça, t'y vas comme ça. C'est plus le temps aussi qui fait son effet, les discussions avec les amis. À un moment, je me dis, mais en fait, je peux pas passer mon temps à m'excuser d'être moi. Enfin, c'est comme ça, voilà. Et puis désolé en fait, et c'est sans concession et j'y vais quoi. Et en plus on est plusieurs, c'est-à-dire que encore une fois c'est les amis aussi. Donc il y en a plein qui commencent à dire ça me saoule de me lisser les cheveux, je veux pas mettre d'extension. Et donc on se dit bon allez on y va et puis tant pis on verra bien. Alors, moi au début pour bien marquer le coup, je suis tout le temps en afro parce que là ils sont attachés, mais au début afro quoi. Et bon. Personne dit trop rien, il y a des blagues bon de temps en temps, mais bon la base. Puis voilà. La base. Ouais, la base. C'est-à-dire que vous pouvez pas être dénoté complètement sans avoir des remarques. Ça, c'est impossible. Je pense que, mais qui que vous soyez, quoi que vous fassiez. Après, c'est vrai que je pense que c'est comme moi avec ma mèche blanche que je ne teins pas. C'est rare qu'on me fasse pas de remarques, mais autour de la blague. C'est-à-dire, c'est où c'est génial, les gens s'imaginent que je fais exprès, que je me teins. Je me dis, mais quelle idée de se teindre juste pour avoir une mèche blanche. Mais donc, voilà, tout ça pour dire que c'est juste un truc qui fait, voilà, je sais pas, où des gens se sentent... le mentionnent et en fait ça se trouve c'est même pas lié au fait que c'est afro pas afro ou quoi, c'est juste c'est particulier le cheveu afro quand même parce qu'il y a des commentaires, parce que les gens veulent toucher, parce que oui ok non et que il y a toujours en fait il y a toujours cette idée de moi je me dis c'est marrant parce que une personne blanche, elle se lève le matin, qu'elle se brosse les cheveux ou pas, elle arrive, elle sort, elle vient au cabinet, il n'y a pas de sujet. Mais une afro, les gens ont là, oh, mais t'es pas coiffée, ah mais gna. Mais pourquoi? Tu peux aussi aller demander à Trucmuche si elle s'est coiffée ce matin, mais non, voyez. Et c'est ce type de distinction où je me dis, bon c'est pas grave. Voilà, pour le coup c'est pas le combat quoi. Ouais, voilà, c'est exactement, il n'y a pas le temps. Vraiment pas le temps. Et est-ce que quand vous avez lâché là-dessus, finalement, vous avez eu l'impression que
enfin voilà, lâcher au sens propre, au sens figuré, lâcher les cheveux. Est-ce que finalement les appréhensions de ce regard et des conséquences que ça pourrait avoir, ça s'est réalisé ou pas? Ça c'est proportionnellement, ça s'est beaucoup concrétisé ou pas? Je pense non, mais je pense que c'est pas pour les raisons que j'imaginais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites j'y vais avec une afro et c'est comme ça, il y a une attitude qui est aussi je suis avec une afro et c'est comme ça. Et qui fait qu'il n'y a pas de place à quoi que ce soit. Enfin, il y a pas la place aux critiques. Moi, si demain quelqu'un vient me dire quelque chose sur mes cheveux, genre ah ça fait pas pro, oh là là, je pense que la réaction est prête, voyez. Et du coup, ça va se tuer dans l'œuf. Je pense que par contre, si on y va en se disant je ne suis pas pro parce que etc., là il y a un sujet. Voilà. Ok, donc aujourd'hui, envie de faire grandir l'équipe, Oui. de continuer à monter. Oui. Et est-ce que, du coup, vos sujets, parce que parlons-en, moi, on me dit IP, IT, contrat informatique, ok, je pense que je suis comme beaucoup de personnes, en fait, concrètement, je ne suis pas sûre de savoir de quoi vous parlez. Donc, ce que vous faites, genre concrètement, et surtout, moi, j'aime bien poser la question des dossiers vos dossiers chouchous, les dossiers que vous avez envie d'attirer et de développer le plus dans votre équipe, c'est quoi? D'accord. Alors, donc, je suis dans l'équipe IP-IT. Mais en réalité, moi, je ne fais pas d'IP. Je fais de technologie et protection des données. Donc, c'est tout ce qui est, effectivement, les contrats informatiques, tout ce qui est cloud, externalisation, des grands contrats commerciaux, ça également. On fait des télécoms, de l'intelligence artificielle, de la blockchain et tout ce qui est protection des données. Les dossiers qu'on veut attirer, nous tout. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que, je trouve que, déjà moi j'adore ma matière et je trouve qu'on a énormément de chance parce que elle est en pleine mouvance. Les technologies, ça change tout le temps. Il y a toujours de nouvelles choses, de nouveaux sujets. Donc, on veut. Ce qu'on aime, c'est que ça soit pas on ne soit pas spécialisé dans une seule chose. On fait plein de choses dans la même journée. On fait de la cybersécurité et derrière on va faire du transfert de données dans le cadre de procédures contentieuses. On va faire des contrats de distribution. Voilà. Donc on est je pense que ça c'est c'est un peu notre chance et ce qu'on ne veut absolument pas changer. Voilà. Et le dossier chouchou? Ah, c'est compliqué parce que le dossier chouchou, il vient tant du sujet que du client. Alors, mais soyons dans le dossier supra-chouchou. Quel type de client et quel type de dossier? Ah, mais des clients sympas. Le type, bon, nous, tout secteur, ça, c'est pas un point. Les clients, moi, j'aime bien les clients sympas qui vous challenge, que vous challengez, avec qui il y a un vrai échange. Et les sujets, je sais pas, parce que je vais dire, j'ai toujours l'impression d'en lâcher un. Si je dis j'adore les dossiers de protection des données, je me dis ah ouais mais les contrats c'est super, ah ouais mais en même temps les télécoms, je sais pas. En fait ça dépend. Moi j'aime tout, c'est ma chance, tant mieux d'ailleurs parce que mon équipe ils ont plus des sujets de prédilection, mais moi vraiment j'aime tout. Et vous dites que en interne vous avez sur les sujets de discrimination et de biais et au recrutement et toutes ces problématiques-là, que vous cherchez à agir à votre petite échelle, mais qui n'est pas une si petite échelle, puisque Linkletter, c'est pas un si petit navire. Ouais. Du coup, comment vous faites pour agir en interne? Alors, j'ai rejoint le comité diversité. À mon grand dame parce que en fait ça a été compliqué pour moi de le rejoindre parce que je trouve que à partir du moment où vous avez un comité pour quelque chose, c'est que vous le faites pas. Ouais, c'est la base. Si vous avez besoin de vous réunir pour discuter de comment faire les choses, c'est que les choses généralement ça n'avance pas beaucoup. Alors je l'ai rejoint, mais bon ça se passe mieux que ce que j'imaginais. Vous imaginez quoi? J'imaginais que c'était des gens qui parlaient de diversité, qui se réunissaient pour parler de théorie de la diversité sans la faire en pratique. C'est pas comme ça. En fait, on se réunit, on parle diversité, mais chacun prend ses actions. Vous avez le droit de prendre vos actions, vous avez le droit de les mener. Ça, je pense que c'est un point qui est très positif chez Linkletters.
c'est que c'est un mastodonte de cabinet. Mais si vous avez décidé de faire quelque chose, on vous laisse le faire, en fait. Il faut convaincre, mais on vous laisse le faire. Et donc, sur la diversité, donc, moi, j'ai mon acolyte, je dis mon compagnon d'armes, qui est Nathanaël Caillard, qui est un avocat de ce cabinet en projet, avec lequel on mène beaucoup d'actions, parce je pense qu'on est très connectés sur ces sujets-là. On est d'accord, on se dit ouais, il faut que ça change. Et avec Nathanaël, on se charge de deux choses. Le social mobility, donc en fait, c'est typiquement l'idée qu'il se trouve, on dirait que chez Linklaters, on a tendance à recruter dans les mêmes facs, le même type de profil. Et il y a en réalité, si on regarde finalement le vivier des avocats et même des business services, donc les personnes qui supportent les avocats dans l'accomplissement de leurs fonctions, beaucoup de gens qui viennent de différentes facs, de différentes régions, différents univers, et on ne le sait pas. Juste, on ne le sait pas. Ça, il y a un monde en dehors de Paris 1 et Et Paris 2. oui, voilà. Ah Mais vraiment HEC et Sciences Po. Voilà. Donc, allez, le tour est là, c'est fait, c'est dit. Et du coup, nous, notre point est de dire, venez, et si on prenait des gens qui viennent de Nancy pour voir? Et donc on a lancé un survey, donc un questionnaire où on a demandé aux gens de dire annoncez vos facs pour de vrai. Voilà. N'essayez pas de vendre le fantasme que vous êtes tous de Paris 1, Paris 2. Donnez vos facs et que en fait juste que le cabinet se réalise qu'en fait c'est un agrégat de toutes les facs, de tous les styles, etc. Donc on a lancé ça. On a lancé là on est sur créer des relations avec la fac de Nanterre. L'idée, c'est en fait de créer des relations dès le L2, L3. Donc de présenter des équipes Linklaters dès le L2, L3 pour expliquer le problème des codes. C'est ce qui se passe souvent, voilà, c'est malheureux, mais Paris 1, Paris 2 sont plus formatés, savent comment postuler, savent quoi dire à l'entretien, ils savent plein de choses. Et on le voit moins sur d'autres facs, qui sont moins, je dirais, c'est délicat à dire, mais c'est moins... Soyons cash. Pardon ? Soyons cash. Oui, ils ont moins de codes, en fait. Ils ont moins de codes parce qu'ils n'ont pas hérité de codes des parents, parce qu'ils ont moins dans leur environnement, ils n'ont pas les personnes qui ont les bons codes, ou qui vont leur donner les codes, ou les prévenir. Voilà. Donc, nous, notre idée, c'était de dire... puisque en M2 c'est trop tard, ils arrivent, il y en a qui postulent pour des stages un mois avant, alors qu'on est là, mais nous on a fait le recrutement il y a 1 an et demi. Vous voyez, ce décalage là est hallucinant. Et donc on s'est dit, on va aller les voir en L2 et en L3. Et on va leur expliquer dès le L2 comment ça fonctionne pour rentrer chez Linklater. On va leur dire c'est un cabinet international, donc non, vous ne pouvez pas arriver à l'entretien en disant je parle pas anglais, c'est un problème. Oui, c'en est un. Et donc voilà. Et donc voilà, on a lancé cette initiative là, pardon. On commence la semaine prochaine. On a notre premier rendez-vous avec la fac de Nanterre. On est ravis. Je suis ravie. J'ai fait cette fac là d'ailleurs. Et on est nombreux dans le cabinet à avoir fait cette fac là. Alors, c'est pas lié, mais c'est aussi un deuxième pan sur lequel on travaille, c'est le Race Action Plan. C'est un plan qui a été développé par notre bureau de Londres et nos bureaux aux États-Unis suite au Black Lives Matter et donc à la mort de George Floyd, où le cabinet s'est rendu à réaliser à quel point il n'était pas représentatif de la population qu'il y avait localement. Et donc, d'abord aux États-Unis et ensuite à Londres, ils ont décidé de recruter plus d'avocats noirs. Alors, c'était initialement très porté sur la communauté noire, compte tenu en tout cas de la source. Mais avec les spécificités des bureaux, nous typiquement en France, c'est un des premiers sujets qui a été relevé, c'est que compte tenu de l'histoire coloniale française, le sujet n'est pas que noir, il est aussi Afrique du Nord, il est aussi asiatique sur d'autres points. Mais voilà. Donc l'idée, c'est de lancer cet action plan pour recruter des gens qui ne correspondent pas nécessairement à une majorité blanche. Voilà. Et du coup, ça fait combien de temps que vous êtes impliqués dans ces actions ? Alors, le comité diversité, ça fait plus d'1 an. Et le Race Action Plan, c'est tout. Ça vient d'arriver. Donc, on fait des actions.
la première action, et on est extrêmement ravis, c'est on a invité Lilian Thuram à venir parler, classe. voilà, donc en tant que fondateur donc de la fondation contre le racisme et pour l'égalité, donc à venir discuter avec les avocats et parler de tous ces sujets, racisme, égalité, discrimination, voilà. Et depuis 1 an, est-ce que vous voyez une évolution sur les sujets sur lesquels vous vous êtes impliqué déjà, ou c'est encore trop jeune ? Moi, je trouve qu'il y a une évolution parce que il y a une évolution parce qu'il y a il y a une prise de conscience où vraiment, oui, le cabinet se dit c'est vrai. Paris 1, Paris 2, c'est super. Mais il y a d'autres facs. C'est vrai qu'il nous faut d'autres gens. C'est pas forcément harmonieux. Tout le monde s'en rend pas compte de la même façon, etc. Mais il y a un vrai, je pense qu'il y a une prise de conscience même des plus jeunes en fait de se dire mais c'est vrai. Tout simplement en fait, aussi simple que ça. Et puis en plus parce que notamment avec la question du surveil, ça suscite des discussions. Et il y a des gens qui disent bah, moi je suis fait Nanterre. Ah ouais, toi, tu vois. Et donc ça démystifie un peu le si t'es un avocat excellent corporate, etc. C'est que t'as fait Paris 1, Paris 2, HEC, Sciences Po ou un LLM, etc. Moi j'ai fait ces choses-là, j'ai fait un LLM, mais ça m'empêche pas de considérer que de réaliser en tous les cas qu'un étudiant qui doit travailler à côté et qui doit travailler pour en fait subvenir à ses besoins ou payer ses études, oui, il est possible techniquement qu'il ait moins accès à des stages à New York que certains. Il est possible techniquement. Nous n'irons pas chercher les statistiques, voilà. Parce que ça risque de faire très mal. Ouais. Voilà. Donc c'est essayer de... Et ce qu'on dit, c'est pas changer tout le système ou tout révolutionner, bien sûr, mais c'est simplement d'être un peu plus ouvert et un peu plus, juste un peu plus ouvert d'esprit finalement. Voilà. Ok, formidable. Donc on a parlé de comment vous vous projetez. Vous n'avez pas voulu choisir vos dossiers chouchous. Non, je peux pas. Très bien. Nous ne choisirons pas de dossier chouchou. Quelle est votre dernière joie, Sonia ? Oh, c'est mon fils. Ma dernière joie. Oh, c'est mon fils. Tous les matins. Tout ce qu'il fait. Je suis complètement gaga. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ce matin ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a planté il a arraché des plantes dans ma terrasse pour les replanter. Il les a inondées d'eau et a considéré qu'elles avaient poussé. Et ça, je me dis, il a super. Non, mais je trouve ça... Non, voilà, moi je pense que ce qui est important, c'est d'avoir des choses à l'extérieur, d'avoir des points d'ancrage à l'extérieur, en fait. Ça, c'est primordial pour pas péter les câbles. On n'en a pas parlé, mais vous avez dit que vous avez beaucoup travaillé chez Ben Soussan, vous avez beaucoup travaillé chez Norton Rose. J'imagine que développer la pratique n'a pas été de tout repos ici. Est-ce que maintenant, vous arrivez à travailler un petit peu moins ou non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Non, mais là-dessus, on n'est pas tous égaux. J'ai un collaborateur qui m'a très gentiment dit dernièrement, on n'est pas tous comme toi. Alors, voilà, moi, c'est mon super pouvoir. En fait, je travaille énormément. Je peux travailler énormément. Je sais qu'il y a des gens que ça affecte plus à plein de niveaux, mais moi, c'est à la limite, je pense que c'est peut-être ma chance. C'est peut-être ma chance. Voilà. De pouvoir travailler beaucoup. Ouais. Exactement. Donc voilà. Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe ? Je porte pas de robe en plus. Je ne plaide pas. Des tatouages. Merci beaucoup, Sonia. Merci à vous.